le journal. J'aimerais tout de même, et en toute humilité, relever ici, devant la représentation nationale, autorité budgétaire, que jamais, dans l'histoire récente de notre pays, un gouvernement, avec l'accompagnement du Parlement, n'est allé aussi loin, non seulement dans sa capacité à mobiliser les recettes, mais également dans son aptitude à pouvoir maîtriser le cadre macroéconomique. Il y a encore à peine 4 ans, un homme avait pris le courage d'affirmer qu'il était possible dans notre pays de dépasser un budget équivalent à 10 milliards de dollars américains l'an. Certains parlaient alors d'un projet utopique. Mais grâce à la confiance de ses concitoyens, grâce à la confiance du Parlement de la République, grâce à une vision claire et constante qu'il a su imprimer, ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Pour avoir rendu tout cela possible, permettez-moi, honorable député, de rendre ici un vibrant hommage à cet homme, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Jamais l'on n'a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards à 14,6 milliards de dollars américains. Jamais l'on n'a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards de dollars américains à 14,6 milliards de dollars américains. C'est un record, même si, et nous en sommes tous conscients, la République démocratique du Congo mérite encore mieux. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a clôturé le samedi 29 octobre à Matadi, dans la province du Congo central, les travaux de validation de la Convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Je tiens à vous remercier très sincèrement, tous ensemble, pour le travail abattu tous ces jours, afin de donner à la nation un texte consensuel adopté unanimement par tous les acteurs. Je vous félicite tous, venir représenter tous les horizons de notre société congolaise pour vos efforts conjugués. Les attentes de la nation étant nombreuses en ce qui concerne le sous-secteur de l'EPST, vous êtes parvenus à mettre à la disposition du gouvernement et des partenaires éducatifs un cadre légal de travail répondant aux normes pour l'avenir de nos enfants. Vos réflexions ont abouti à la production d'un texte de convention non seulement actualisé et contextualisé dans son contenu, mais surtout de la dotation du sous-secteur d'un autre arsenal juridique, pas de moindre, pouvant nous servir de boussole de la gouvernance scolaire. Signalant que, contrairement à la convention de gestion scolaire signée en février 1977, plusieurs innovations ont été apportées à cette nouvelle convention, notamment l'ouverture du partenariat éducatif aux personnes physiques et aux personnes morales de la société civile, autres que les confessions religieuses. Sit-in, c'est vendredi 28 octobre dans la matinée à la cité camping au quartier Kingu. Nous sommes dans la commune de Selembao.
Les habitants de cette partie ont barricadé l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, pour manifester leur ras-de-bol suite à cette érosion qui menace cette cité depuis 2019 et qui avance à grands pas, ayant déjà emporté plusieurs habitations. Les jeunes sont montés au créneau parce qu'il y a péril en la demeure. Nous, habitants des campings, à chaque fois qu'il pleut, nous sommes obligés de nous lever à quelques heures, soit de la journée, soit de la nuit. Nous avons écrit aux autorités depuis 2019, mais il n'y a aucune réponse satisfaisante. C'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons encore saisi les autorités pour rappeler. Nous avons fait une pétition, nous, habitants des campings, c'est pour demander à l'État d'ériger en toute urgence, parce qu'il y a péril, il y a danger. Ils se sont mobilisés et ont initié même une pétition pour interpeller les ministères des ITPR, l'OVD et la Raskin. Les jeunes de camping se sont mobilisés pour barricader la route parce que l'érosion nous tue. Nos maisons sont emportées, nos parents meurent par émotion. Ces quartiers sollicitent l'attention du ministre de l'ITPR, Alexis Guissaro, l'OVD, qu'ils viennent voir comment nous aider à combattre ces érosions, que la Raskin continue ses œuvres dans ces quartiers. Les habitants de la cité camping ont promis de poursuivre ces sit-ins si rien n'est fait en urgence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé jeudi dans la soirée à la clôture officielle des travaux de la 8e édition du Forum Makutano dans la salle de conférence de l'hôtel Métropole dans la commune de Kashi à Mbujimayi où il est arrivé par l'aéroport national de Bipemba. Le chef de l'État s'est dit honoré de clôturer ses assises consacrées à la question du développement de l'arrière-pays congolais tel que son thème Infiniment territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue un des objectifs majeurs de son programme d'action. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème Infiniment territoire l'indique. Et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui... À cet effet, le président Tshisekedi a salué l'organisation du forum pour le cadre et le choix du thème, ainsi que les participants qui, à travers les échanges et leurs expériences, ont édifié et enrichi les gouvernants dans la recherche des solutions idoines en mettant en exergue la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement des territoires. Pour le chef de l'État, après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, son souhait est de voir Makutano s'inscrire désormais dans la pérennité, eu égard au fait que le développement socio-économique de la RDC reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Rappelons qu'à cette étape de Mbujimayi, plusieurs chantiers ambitieux les uns et les autres sont en phase terminale et n'attendaient que la présence du président de la République, l'initiateur pour leur consécration publique. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022
des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira, Wanguba, Tchenguerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elle croyait s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira, Wanguba, Tchenguerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine dans la ville de Bunia et ses environs. Un groupe de 22 bandits à main armée a été neutralisé, parmi lesquels un contrefacteur qui est tombé dans le filet de la police. Les commandants divisionnaires adjoints de la ville de Bunia, Ngoï Sengelu Wakiyo, expliquent. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a pour sa part félicité l'action de la police et invité la population de collaborer avec cette dernière. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. La population a salué cette action parce qu'elle a remarqué une accalmie depuis l'instauration de l'état de siège. En plus, cela a été renforcé par des patrouilles motorisées des jours comme des nuits. Le centre catholique Nganda a servi de cadre pour une concertation entre la coordination des écoles catholiques et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, en présence du président de la SENCO et de la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne. Objectif poursuivi, engager le responsable des écoles conventionnées catholiques dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'enseignement ainsi que dans la pérennisation et la consolidation de la réforme de l'enseignant primaire, programme phare de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Tony Mwaba a salué la présence de tous les participants venus de tous les coins du pays et rappelé le cadre dans lequel ces assises ont été convoquées. C'est ce qui justifie que nous sommes vraiment dans la réforme. Les résistances ne sont pas structurelles. Sont conjoncturels et liés juste à certaines personnes qui avaient fait du secteur un secteur marchand qui résiste, mais la gratuité aujourd'hui, contrairement à l'année passée ou contrairement aux années où on a décrété celle-ci, aujourd'hui la gratuité marche, même dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, comme on fait l'évaluation, tous les coordinateurs provinciaux catholiques sont invités à Kinshasa. Effectivement, c'est pour faire l'évaluation.
l'évaluation suppose mettre en exergue également toutes les difficultés auxquelles on est confronté, même les résistances, parce que dans certaines écoles aussi, il y a cette question devant des uniformes, de la perception, il y a 2 sur 10. Et là, lorsqu'il faut dégager un tel pourcentage, c'est une réussite, mais nous sommes également là pour effectivement pointer du doigt ces difficultés-là et monter encore des mécanismes pour la réussite totale de cette réforme, même dans les écoles, dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Sans se jeter dans l'autosatisfaction, Tony Mwaba a fait observer qu'il reste encore des efforts à fournir pour maintenir le cap. Avec cette forte pluie, vraiment ça nous a dérangé. Cette érosion vraiment veut causer du tort dans notre école. Même hier, on a eu un problème pour faire sortir les enfants. Les parents venaient en désordre pour faire sortir leurs enfants sous la pluie, en voyant les dangers qui est maintenant tout près de notre école. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de faire la pression à la société à qui il s'est contracté de vouloir vite finir ces travaux. Pendant la saison que nous sommes maintenant, donc, il y a toujours des dégâts qui se passent au chantier. Mais nous sommes obligés de pallier à ça et puis pour trouver la solution, pour essayer de satisfaire la population par rapport à ce que vous venez de voir là, qui ne craignent pas. Donc on va trouver des solutions pour ça et puis ils seront satisfaits. Au cours de briefing de presse tenu à Kinshasa le lundi dernier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a livré à la presse la bonne santé des finances de l'État en rapport avec l'enveloppe réservée aux élections de 2023. L'argentier national a fait savoir qu'un montant de 400 millions de dollars a déjà été décaissé pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante pour ses activités. Outre l'aspect des élections, le ministre des Finances a aussi indiqué que les finances de l'État se portent bien vu le niveau de mobilisation de recettes réalisées autour de l'année qui s'achève. Nicolas Kazadi a également vanté la bonne santé des finances du gouvernement congolais qui réalise une croissance de 7%. Il se trouve aujourd'hui parmi les 6 meilleurs de l'Afrique. Cela est dû à une forte mobilisation des recettes de l'État auprès des contribuables. Le gouvernement congolais va très bientôt présenter un projet de loi bancaire au Parlement afin de rendre plus compétitif le secteur bancaire en République démocratique du Congo. L'argentier congolais a aussi informé la presse de la bonne note qu'a réalisé le gouvernement de la RDC face aux exigences de la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux et a obtenu de la Société financière internationale l'augmentation de son portefeuille en République démocratique du Congo avec un accent particulier dans le domaine de l'habitat, de l'agrobusiness et de l'énergie. Le ministre de l'économie ad intérim Nicolas Kazadi a eu lundi 24 octobre 2022 une réunion avec les pétroliers pour évaluer la structure du prix des carburants. Il était accompagné par le CG à l'économie nationale et des experts du comité de supervision de la structure et de l'audit. Cette rencontre avait comme objectif de faire conformer la RDC aux assignations du Fonds monétaire international et également faire la lumière sur les chiffres réels de pertes et manques à gagner. Nicolas Kazadi a sollicité le cabinet d'audit Mazars afin d'harmoniser le point de vue dans la collecte des informations auprès des sociétés pétrolières en faisant l'audit de la structure de prix de produits pétroliers afin d'avoir une situation stabilisée qui tiendrait compte du bien général et de l'intérêt de privé. D'après le professeur Mabi Moulumba, président du comité de supervision des structures et de l'audit, il a fallu faire un audit de la structure du prix de produits pétroliers pour arriver à avoir une structure qui tiendrait compte du bien général et de l'intérêt des entreprises pétrolières. D'ici 2 mois, ces structures donneront leur rapport pour harmoniser en tenant compte du volume, du prix et du taux d'échange de la Banque centrale du Congo, élément majeur dans la stabilisation du litre à la pompe. Les pétroliers de leur côté ont encouragé le gouvernement pour les efforts fournis dans ces secteurs de la vie nationale.
Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais à Kinshasa, cet adage n'a plus son sens dès lors qu'après la pluie, c'est les calvaires qui s'installent pour toute la population de la ville-province de Kinshasa. Cette pluie qui a commencé les avant-midi de ce lundi 24 octobre a créé des dégâts dans presque toutes les communes de la capitale. Le boulevard du 30 juin était impraticable en passant par le rond-point Willery et le boulevard Triomphal, rien à dire. Dans les quartiers périphériques, tels que le long de la rivière Kalamou, qui reprend une partie de la commune de Kalamou, Makala, Ngiringiri et Selembao, Mongafula, la commune de Ngaliema à Delvaux, Ozone et Pompage, pour ne citer que ceux-là, sont tous concernés par cette situation d'eau de pluie. Dégâts incommensurables, la route s'est cassée pratiquement en deux, donc plus jamais les véhicules ne peuvent passer ici pour l'instant. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a entamé depuis le week-end dernier l'opération de la démolition des constructions anarchiques sur les sites du cimetière de Kinsuka au quartier Mazal, commune de Mongafula. Cette démolition intervient 11 jours après que le gouverneur de Kinshasa a accordé un préavis aux occupants lors de son passage sur ces sites. Jean Ngobila avait prévenu que cette opération se ferait sans indemnité puisque ces terrains acquis illicitement. Ce n'est pas normal, ça n'existe pas sous d'autres cieux. C'est bien de démolir ces cimetières. Ils construisent nuitamment et ramassent les restes de morts pour le brûler. Ils s'assoient sur les tombes, préparent et mangent sans aucun respect de mort. De leur côté, les locataires se tournent vers les bailleurs mais sans grand espoir de récupérer le frais de garantie locative pour certains et la plupart d'habitants du site du cimetière de Kinsuka ne savent ou s'en remettre. Toute cette population ira où? De nombreuses familles sont sans abri. Il n'a même pas aménagé un autre site pour nous accueillir. Des témoins affirment que plusieurs autres destructions ont déjà eu lieu sur ces sites, sans que cela ne décourage les vendeurs comme les acheteurs accusés de profaner ces lieux de mort. Le président Félix Tshisekedi a précisé l'importance de la position de la RDC au centre de l'Afrique et la nature de son potentiel naturel qui justifie assez le caractère précieux qu'il se confère aux prochains engagements de la COP27 en Égypte comme pays solution. Mon pays se définit comme un pays solution grâce à son bassin forestier qui est l'un des plus importants au monde, si pas le plus important. Aujourd'hui, nous sommes le premier poumon mondial. Nous avons une hydrographie importante qui, par sa puissance, peut générer de l'énergie renouvelable. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la COP27, au cours de laquelle nous allons rappeler les engagements pris il y a 13 ans par les pays pollueurs, on va les appeler comme ça, de payer 100 milliards de dollars par an à nos pays dont les campagnes sont en train de servir à absorber le carbone émis. Nous allons également mettre sur la table la discussion sur le prix du carbone, la tonne carbone, que nous allons demander à fixer à un prix raisonnable qui puisse avoir des répercussions sur le développement du pays. Au sujet de l'insécurité à l'est de la RDC, le chef de l'État a expliqué les origines ainsi que les différents contextes qui l'ont provoqué. L'insécurité. C'est cette insécurité qui est à la base de ce que nous vivons et que vous avez très bien décrit. Et cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que la République démocratique du Congo est plongée dans cette situation. Souvenez-vous, tout est parti du génocide au Rwanda, lorsque
En 1994, la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, d'accueillir le flot de réfugiés en détresse au Rwanda pour les préserver du génocide qui avait lieu là-bas. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. Des relations autrefois au bon fixe avec le Rwanda jusqu'à la rupture actuelle, le président rapporte les contours de toutes ces démarches. Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire « Je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité et tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Je dirais qu'à ce stade, c'est le statu quo. Il a été décidé à Nairobi et à Luanda, j'en parlais tout à l'heure, de ces processus, de stopper évidemment le feu, d'arrêter le feu, parce que c'est le M23 qui nous agresse, et d'opérer le retrait inconditionnel du M23. Le Rwanda s'était engagé à le faciliter, et jusqu'à ce moment, il n'y a encore rien qui se fait. Mais je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il dit non, mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il ne soutient pas cette position-là, tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. Des rumeurs selon lesquelles entre lui et Joseph Kabila, c'est la rupture totale. Félix Tshisekedi a relativisé sur l'évolution et le fond de cette collaboration. Normal. Parce que vous savez qu'il y a eu la rupture de la coalition. Et donc, depuis lors, nous n'avons plus beaucoup de contacts, mais il vit tranquillement, comme vous l'avez dit, en sécurité, en République démocratique du Congo. Il va qu'à ses occupations. En définitive, le chef de l'État congolais n'a pas usé de la langue de bois pour émettre ses avis sur des grandes questions d'actualité dans cette interview accordée à BBC Afrique. Fin complète de cette rétrospective. Bon, tu des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Le journal.